Bonsoir Judith Mollard-Palacio. Bonsoir. Vous êtes psychologue à l'association France Alzheimer. Demain, c'est la journée mondiale consacrée à cette maladie qui touche aujourd'hui, regardez bien ce chiffre, 1 200 000 personnes en France. Et ça va doubler d'ici 30 ans. Alors derrière ce chiffre, ce sont des familles entières qui sont concernées. Une maladie qu'on connaissait à peine finalement il y a encore 40, 50 ans et c'est devenu la maladie du siècle. Oui, c'est vrai, une maladie qui était beaucoup moins fréquente parce que il y avait aussi beaucoup moins de personnes âgées, enfin qui vivaient aussi longtemps. Voilà, des années de vie, c'est très bien, mais pas toujours en bonne santé, malheureusement. Et puis une maladie souvent, en tout cas chez les personnes âgées, qu'on passait sous le signe de la vieillesse. On parlait de sénilité, alors qu'on peut tout à fait arriver à 80, 85, 90 ans avec certes un ralentissement, comme un ralentissement moteur, sensoriel, également cognitif, mais sans symptômes, sans difficulté pour continuer sa vie. Donc c'est vraiment, quel que soit l'âge à laquelle on développe la maladie, c'est véritablement une maladie qu'il faut détecter. Alors justement, comment est-ce qu'on la repère cette maladie? Parce qu'il ne faut pas non plus, à l'inverse, tout mettre sous le nom maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des pertes de mémoire dues justement à la vieillesse. Oui. Comment est-ce qu'on fait la différence? Due à la vieillesse, mais aussi due à la dépression. Souvent, les personnes âgées qui se retrouvent isolées font ce qu'on appelle une dépression masquée et vont développer des problèmes cognitifs qui vont pouvoir faire penser à une maladie d'Alzheimer. Quels sont les signes qui nous doivent être repérés? Alors, d'une part, c'est le caractère évolutif, c'est-à-dire qu'on se rend compte que son proche, son grand-père, son père, sa mère, de mois en mois, va être de plus en plus en difficulté pour réaliser les tâches du quotidien, pour se souvenir des événements récents, notamment. Alors, ce qui est parfois, un peu troublant, déconcertant, c'est que la personne peut, en tout cas au début de la maladie, avoir une excellente mémoire des faits anciens et peut-être meilleure que son conjoint ou ses enfants. On se souvient très bien, par exemple, de son mariage, avec des détails très pointus, mais pas du tout de la dernière visite ou le dernier anniversaire du petit dernier. Tout à fait. Donc, ça va être déconcertant pour la famille, qui ne sait pas très bien sur quel pied danser. Et parfois, dans une famille, c'est un événement signifiant qui va alerter. Par exemple, je pense à cette épouse qui nous disait, moi, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas quand mon mari m'a passé le volant de la voiture. Dans l'histoire de ce couple, monsieur ne confiait le volant de sa voiture à personne et encore moins à son épouse. Et là, elle s'est rendue compte que vraiment, il devait y avoir quelque chose qui n'allait plus. Est-ce qu'on sait quelles sont les personnes les plus touchées? Est-ce que c'est quelque chose de génétique ou est-ce que ça peut être aussi les conditions de vie, nos modes de vie? On parle du manque de sommeil de plus en plus, qui peut avoir des impacts sur notre santé, les pesticides, etc. Alors, c'est certainement des causes multifactorielles. Ça n'est pas une maladie héréditaire. Ça veut dire qu'on ne va pas, quand on est atteint de la maladie d'Alzheimer, la transmettre à ses enfants avec un risque sur 2, comme l'est une maladie héréditaire. Mais il y a une composante génétique, c'est-à-dire que dans une famille, s'il y a à plusieurs générations plusieurs cas, on est, comme pour le cancer du sein, comme pour le diabète, comme pour d'autres maladies, on est plus à risque. Mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément développer une maladie d'Alzheimer. Après, il y a des facteurs environnementaux, certainement. On commence à mettre en avant la question des pesticides, notamment plutôt concernant la maladie de Parkinson. Mais encore rien de véritablement... Oui, la médecine doit avancer encore là-dessus. On parle des personnes âgées. Il faut savoir que ça ne concerne pas exclusivement les personnes âgées. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont diagnostiqués. 35 000 personnes en seulement un an qui ont été repérées. Là, je parle des moins de 65 ans, mais ça peut concerner certaines personnes de moins de 40 ans. Ça peut exister, c'est très rare. Et là, on est, dans la plupart des cas, face à une maladie héréditaire. Chez les sujets jeunes, ça peut être même 35, 39 ans, des personnes qui vont développer une maladie. Et malheureusement, là, on est dans des... Vous en avez rencontré, vous, à France Alzheimer ? Je pense à un monsieur qui vient d'être diagnostiqué. Son papa avait été diagnostiqué, lui aussi, très jeune. Et c'est évidemment un séisme pour les familles qui sont concernées par ces maladies qui surviennent très jeunes
et qui se transmettent d'une génération à l'autre. Alors justement, comment réagir? Est-ce qu'on peut ralentir la maladie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour anticiper ou la ralentir? Alors, on peut évoquer la notion de réserve cognitive, c'est-à-dire que c'est une maladie qui va faire mourir des neurones, donc qui ne va plus permettre que ces neurones réalisent des actions. Mais par contre, plus on fait des apprentissages tout au long de sa vie, alors pas simplement du sudoku. C'est ce que j'allais dire, on dit qu'il faut faire des mots croisés ou apprendre une langue étrangère. Oui, en tout cas, le maximum d'apprentissage, c'est-à-dire ça peut être se passionner pour l'histoire d'Égypte, mais aussi apprendre à monter des meubles Ikea ou organiser des voyages à l'étranger. Tout ça sont des activités qui vont activer des réseaux de neurones. Et donc, plus on a une réserve cognitive de neurones activés, plus quand la maladie survient, on va résister longtemps. Ça ne veut pas dire qu'on va empêcher la maladie de survenir, mais on va pouvoir y résister plus longtemps et les symptômes vont être handicapants plus tardivement. Et du coup, moi, par exemple, dans ma famille, plusieurs personnes ont la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il faut que moi, j'anticipe, que je m'y mette plus tôt? Est-ce que je dois monter des meubles Ikea, mais aussi me mettre à l'histoire égyptienne ou apprendre des nouvelles langues, plus que d'autres personnes? Oui, on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, il faut que tous ces apprentissages soient choisis, soient portés par la motivation. Ça n'aurait pas de sens de le faire pour le faire. Voilà. Et puis ensuite, la prévention, c'est tout ce qui concerne les risques cérébrovasculaires, c'est-à-dire ne pas fumer, ne pas boire, manger sainement, faire de l'exercice physique. L'exercice physique on a quand même montré que ça pouvait être un axe de prévention. Et puis ensuite, quand la maladie est là, c'est continuer des activités. Surtout, ne pas se replier sur soi-même, ne pas lâcher ce qu'on faisait. Et c'est continuer. Donc parfois, on ne peut pas continuer dans la vie active mais rejoindre des activités adaptées, les accueils de jour, les actions proposées par l'association. Toute une politique qui permet aussi d'accompagner les aidants, qui sont ceux qui accompagnent leurs parents qui ont la maladie d'Alzheimer. Exactement. Quand on dit continuer à faire des choses, c'est aussi faire que l'aidant soit accompagné, soit aidé et ne s'isole pas lui non plus avec son proche malade. Est-ce que les traitements sont efficaces? J'ai vu qu'aux États-Unis, un traitement venait d'être validé par l'autorité de santé américaine qui s'appelle Aduhelm. Oui. Ça va arriver en France? Alors, on l'espère. On attend, je crois que là, avant la fin de l'année, l'Agence européenne doit se prononcer. Voilà. Donc ce médicament, on s'est rendu compte qu'il agissait, une fois que la maladie est là, mais sur une des causes, une des protéines responsables des lésions cérébrales. Mais par contre, on n'a pas encore véritablement prouvé à 100% l'effet sur les troubles cognitifs, sur les signes cliniques. Donc c'est pour ça que les États-Unis ont donné cette autorisation, mais en attente malgré tout de confirmer les effets. Mais on a bon espoir. Ça ralentit en tout cas la maladie, mais ça ne la bloque pas pour l'instant. Voilà, tout à fait. Eh bien, merci Judith Molnar-Perlesio. Et puis on poursuit évidemment la réflexion et toutes ces informations sur la maladie d'Alzheimer demain pour la journée mondiale, puisque sur France 2, vous pourrez retrouver Voyage au centre de la mémoire, une émission présentée par Michel Simès et Faustine Bollard. Bonne émission, c'est dans l'air, c'est tout de suite et moi je vous dis à demain.